Je me rappelle, dans le parking de ma résidence, il y avait une voiture dont la fenêtre avait été brisée. Et c'est super beau, un pare-brise qui est pété parce que c'est du gros verre, quoi. Donc ça faisait plein de petits diamants par terre. Et je me suis dit, oh, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, oh, c'est super précieux, c'est tout beau, tout. Donc je les avais coloriés. Pour que ça fasse un peu irisé, donc j'en avais fait des violets, des jaunes, des verts, et je m'étais mis sur le bord du parking avec des écriteaux à l'époque c'était en francs, mais je sais plus, genre 5 francs le bleu, 10 francs le violet, et je vendais des bouts de pare-brise pétés que j'avais dessinés pour me faire un peu d'argent, parce que j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque, et je m'étais dit, il faut que je gagne ma thune moi-même, et je voulais pas le faire gratuitement, donc voilà, je vendais des objets d'art de parking. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'as peur un peu là? Ouais, un peu. Ça se voit? Je suis comme ça. Je suis tout rabougri. Attends, il paraît que c'est fake it till you make it, donc si je me tiens très droit. Ouais, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Ah merde. Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur, mais je pense que je suis impressionné sur le thème de l'argent particulièrement, parce que je suis novice sur le fait de parler de ça, tu vois. Tout le monde, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que c'est quelque tout le chose. monde. 95% des gens. Ouais. Donc voilà, je veux juste pas dire des trucs sur lesquels pas dire de la merde, quoi. C'est juste ça. Il y a pas de merde justement. Ouais. Il y a ton avis qui compte et qui est intéressant. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est ça. Je suis pas habitué à parler très tôt dans ma réflexion. Et là, je suis très tôt dans ma réflexion sur l'argent. Donc, je pense que c'est cette fébrilité-là. Mais au contraire, je suis ravi. C'est intéressant parce que, en fait, t'es très tôt dans ta réflexion et donc, en gros, moi, je t'invite dans ce podcast parce que tu m'as envoyé une newsletter. Parce que donc, tu gères un podcast qui s'appelle Mise à Mal, que vous pourrez retrouver dans Histoire de Mec. Je vous mettrai les liens. Enfin, toi-même, tu connais comment ça marche. Tu fais les liens entre les podcasts et tout. Et en fait, dans ce podcast, comment dire, tu déconstruis, c'est le grand mot à la mode, mais la masculinité en discutant avec des mecs et avec des meufs d'ailleurs de sujets de masculinité. Et tu m'as envoyé une newsletter parce que tu fais aussi une newsletter. Et je t'ai dit, ok mec, il faut à tout prix que tu viennes dans Histoire d'argent parce que je crois que c'est un vrai sujet. Et tu m'as dit, ah non, je suis pas sûr. Ah non, je t'ai dit, je suis chaud. T'es chaud, mais en fait, ça a été compliqué pour toi d'assumer, d'écrire ce que t'as écrit. Ah ouais, complètement. Qu'est-ce que t'as écrit? Alors, donc ma newsletter, elle s'appelle Mal à l'aise. Parce que quand t'as un bon jeu de mots, je pense qu'il faut l'épuiser jusqu'au bout. Donc mise à mal. Et puis mal à l'aise. En fait, dans la newsletter, j'éprouve particulièrement cette sensation de gêne et de malaise. Et il s'avère que je suis un homme, donc du coup, je pense qu'en faisant ça, j'éprouve des clichés sur la masculinité. Ouais. Et je l'éprouve sans apparat, tu vois, c'est le fait que ça soit gênant. Je pense que c'est vraiment une preuve que il y a des résistances et donc du coup, il va en sortir du soulagement, forcément. Et donc, la newsletter, tu vois, j'ai parlé de la danse, j'ai parlé des déjections, et là, j'ai parlé de mon rapport à l'argent, et particulièrement, j'ai constaté récemment, cet été, que j'étais gêné quand une femme me payait le resto ou me payait un verre. Et donc, du coup, dans la newsletter, je me demande pourquoi j'éprouve cette gêne, et qu'est-ce que ça veut dire de mon rapport aux femmes et à l'argent, entremêlés. Waouh. Yeah, donc gros sujet. Pour ça que j'ai peur, je pense. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a poussé, tu crois, à avoir cette gêne quand tu y as réfléchi un petit peu? Je vois que t'as pris plein de notes et tout. Le mec est prêt, quoi. Il est venu prêt. Mais mon but, c'est pas de regarder mes notes. Ok, ça me va. Ça me rassure. Mais ça sous-entend quand même que t'as bossé un peu sur le sujet, quoi. Ouais, j'ai taffé. Et ce qui est marrant pour moi sur cette newsletter, c'est que je taffe pas de manière, ce que j'appelle de manière horizontale. Je vais pas aller chercher des infos sociologiques ailleurs. Je trouve qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Mais je vais bosser de manière verticale, donc c'est-à-dire aller en profondeur en moi. Donc c'est vraiment ce taf d'introspection. Quelle était la question, pardon ? Qu'est-ce qui t'a amené à te faire cette réflexion, en fait ? Je me suis dit,
que c'était pas sain, en fait. Tout simplement, la réaction que j'ai eue était pas saine. Et je l'ai d'autant plus vu déjà que moi, j'ai éprouvé un malaise, donc premier indicateur, mais que la femme en face, elle a été interloquée, quoi. Elle me dit, mais je te paye le resto, pourquoi tu paniques ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que t'étais en train de paniquer, vraiment ? Ouais, j'ai balbutié, j'ai vraiment eu ce truc vraiment tu vois, ce qui est pas le meilleur truc quand t'es en date, pour regarder la face. Non, mais c'était marrant. Ça montre une forme de vulnérabilité, ce qui est bien aussi, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, elle était, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu paniques ? Est-ce que tu fais un AVC ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, quoi ? Donc, me dire, ok, elle doit avoir un rapport beaucoup plus sain et c'est naturel chez elle. Et je me dis, ok, moi, j'ai à bosser sur ça je préfère la réaction qu'elle a à l'argent, la fluidité qu'elle a par rapport aux liquidités. Et donc, du coup, je me suis dit, pour bosser sur ça, il faut débloquer ce qui fait barrage en moi. Donc, je me suis mis à bosser dessus. Ok. L'une des questions que je pose à tous mes invités dans Histoire d'argent, c'est, en fait, quand je te dis argent, qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Moi, ça m'inspire. Enfin, tout de suite, le mot qui vient, c'est manque. Je pense que je vais pas être le seul dans ta... Non, Et angoisse. Et ça, c'est des héritages. Parce qu'aujourd'hui, je bosse à moi récupérer ce que ça veut dire argent pour moi, qui est plus capacité et joie. Ça, c'est des mots que j'aimerais avoir et j'entrevois ce pouvoir de l'argent. Mais il y a tout un héritage de famille sur le manque. Et ce qui est marrant, c'est que factuellement... Alors, moi, je me suis fait expulser de mon appart par manque d'argent avec ma famille et tout. Donc, il y a factuellement des raisons d'angoisser. Mais quel âge ? Quel âge j'avais ? J'avais 14 ans et après, j'avais 17. Ça m'est arrivé 2 fois. Ok. Des âges quand même un peu charnières, tu vois, dans la construction de ta vie d'adulte, quoi. Oui. Et puis passer le bac pendant que tu te fais expulser, tendu. Mais c'est pas grave, tu vois, je m'en suis très bien tiré. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que j'aurais pu en tirer une autre croyance, qui est, y a pas de danger. Je m'en suis sorti, en fait. Et aujourd'hui, je vais bien et j'ai jamais été à la rue, etc. Donc, mais le fait que mes parents angoissent, ils m'ont plus transmis l'angoisse que la peur de ce qui peut vraiment arriver. Je sais pas si tu vois. Et l'angoisse, elle peut ne jamais partir, même si quand tu vas bien. Et ça a été mon cas d'ailleurs. Ok. T'as un souvenir, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance par rapport à l'argent ? Je pense que c'est ça. Hein. Non. T'as pas un souvenir quand t'es plus petit, tu vois, t'as des sous, t'as des machins, en fait, tu vois. Si, ouais. Ouais. Je vendais escroc si jeune. Je me rappelle, dans le parking de ma résidence, il y avait une voiture dont la fenêtre avait été brisée. Et c'est super beau, un pare-brise qui est pété parce que c'est du gros verre, quoi. Donc ça faisait plein de petits diamants par terre. Et je me suis dit, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est super précieux, c'est tout beau, tout. Donc je les avais coloriés. Pour que ça fasse un peu irisé, donc j'en avais fait des violets, des jaunes, des verts, et je m'étais mis sur le bord du parking avec des écriteaux à l'époque c'était en francs, mais je sais plus, genre 5 francs le bleu, 10 francs le violet, et je vendais des bouts de pare-brise pétés que j'avais dessinés pour me faire un peu d'argent, parce que j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque, et je m'étais dit il faut que je gagne ma thune moi-même, et je voulais pas le faire gratuitement, donc voilà, je vendais des objets d'art de parking. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu créais de l'art et que tu faisais en sorte de revendre. C'était déjà un vrai truc, surtout que t'as été artiste. Enfin, t'es artiste en fait, t'es musicien. Ouais, à la base je suis musicien, c'est mon premier métier. Ouais. Et souvent, on explique aussi aux artistes que gagner de l'argent avec son art, c'est un truc qui est pas beau, quoi. Tu vois. C'est marrant que tu avais déjà ce truc-là. Tu vois, je l'avais jamais vu. C'est vrai que c'est le premier souvenir que j'ai. Et comme quoi, ça veut dire quelque chose de mon rapport à la création, déjà. Tu vois, de trouver des trucs et de me dire, c'est beau, alors qu'en fait, pas spécialement. Mais en plus. T'en avais fait des choses, t'en avais fait des beaux objets. C'est vrai. Voilà. J'avais essayé d'améliorer le truc. Voilà. Mais c'est vrai que le vendre, j'avais jamais fait gaffe. Et c'est marrant parce que quand je suis devenu artiste, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, de mes 18 à 23, j'ai éprouvé beaucoup de malaise. Il faudrait que j'en écrive une newsletter du coup, mais beaucoup de malaise à gagner de l'argent avec mon art. Il y a quelque chose de c'est pas bien, tu dois faire ça gratuitement. Et ce qui du reste, moi j'ai fait des études après de sciences politiques. D'un point de vue bourdieusien, la notion de vocation, c'est une manière de reproduire, de reproduction sociale, de maintenir les dominés dans leur statut de dominé, parce que ta vocation, il vaut mieux pas que tu gagnes d'argent pour, et donc du coup reste à ta place d'opprimé, quoi. Donc on rappelle pour tous les gens qui n'ont pas étudié Bourdieu, petit sociologue là qu'on vous invite, alors peut-être pas à lire dans le texte parce que c'est pas forcément ça, c'est imbuvable, le truc le plus évident, mais au moins regarder un petit peu ce qu'il a pu faire en termes de travail, c'est tout à fait intéressant. Enfin normalement c'est quoi, je crois que c'est au lycée quand t'apprends ça si tu fais des sciences éco.
Ah ouais, mais j'étais en apprend- L, parce que je voulais faire la grasse mat. Non, parce que tu voulais être artiste. Oui, oui aussi. Mais du coup, faire la grasse mat, je trouve que c'était le meilleur, tu vois, c'était faire mes gammes. Bravo le cliché. Quoi. Ah bah non, il faut de l'espace. Ah non, c'est pas un cliché. Moi, en tout cas, j'ai eu besoin de beaucoup d'espace pour être artiste. Ok. Ouais. Et tu vois, de te ressourcer. Et moi, ça passe par le fait de dormir et d'éprouver le temps. Donc, voilà. Très intéressant. Oui. Donc tes parents dans le manque. Tes parents dans la peur de manquer. Et... Ok. Ouais, dans cette sensation de manque. Et pourtant, quand j'y pense, ils mettaient un point d'honneur à ce qu'on aille au resto, j'avais des cadeaux à Noël, tu vois, des trucs que je commandais, des consoles quand t'es un petit garçon, en tout cas moi, c'était le truc que je voulais. Donc j'ai jamais eu de manque matériel et ça m'a appris à vivre sans rien, tu vois. Matériellement, moi je suis pas intéressé, j'étais dans le confort et ça suffisait. J'avais jamais cet objectif d'avoir plus, d'avoir mieux. J'étais pas mal sapé, donc tu vois, factuellement, j'allais bien matériellement, mais je sais pas pourquoi. Toujours cette histoire de manque, je pense que c'est aussi cette opposition que vous avez mes parents avec les gens qui gagnent bien, les gens qui ont de l'argent. Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Enfin, ils font quoi comme parents? Ma mère, elle était bibliothécaire. Mes deux parents n'ont pas le bac, donc du coup, forcément en termes de grille salariale, tout de suite ça descend. Ma mère était bibliothécaire et mon père a fait plein de petits boulots parce qu'il est handicapé et donc du coup il gagnait très peu, il faisait du secrétariat, des choses à mi-temps, donc voilà. Je gagne plus, alors plus aujourd'hui parce que j'ai fait d'autres choix, mais en tout cas il y a 6 mois je gagnais bien plus que mes deux parents réunis au pic de leur carrière, quoi. Tu es donc ce qu'on appelle un transfuge de classe. Exactement, ce qui est un terme bourdieusien d'ailleurs. C'est vrai, c'est Bourdieu. C'est Ok, Bourdieu. je savais même pas, putain. Parce que là c'est pareil, je vous invite à aller écouter cet épisode. J'ai interviewé un journaliste qui s'appelle Adrien Azelli dans Histoire de Daron, qui lui, pour la première fois, je crois, fait parler des parents de transfuge de classe. Donc en gros, un transfuge de classe, c'est tes parents n'ont pas fait d'études, du tout d'études supérieures, et toi, en tant qu'enfant, tu fais des études supérieures, d'un coup, d'un seul, tu te retrouves transfuge de classe. Et je trouve que ce qui est fabuleux, c'est que dans ce bouquin, il montre par la parole, enfin par les écrits, en tout cas par les témoignages des parents, que en fait, les transfuges de classe sont jamais bien nulle part, c'est-à-dire qu'ils restent toujours des enfants de prole dans leur milieu là, quand ils finissent par arriver dans des milieux un peu plus aisés, et quand ils retournent chez eux, ils sont en gros ceux qui sont arrivés et qui les parigots, quoi, tu vois. Moi, par exemple, dans ma famille, on m'appelle le parigot. Ouais. Je suis le parigot. Ouais, c'est vrai que c'est Édouard Louis, hein, en final, qui dit Belle Gueule, qui raconte ça. Et il y a ce truc, quand tu commences à avoir les signes que tu n'es plus dans ta classe, il y a eu, moi en tout cas, j'ai travaillé beaucoup sur cette sensation d'abandon. J'ai eu très peur que mes parents m'abandonnent. Ils me rejettent, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire des études sup dans une grande école, et donc j'entrevoyais les salaires que j'allais pouvoir gagner, je suis allé leur dire, il est très probable que je gagne tant à la sortie d'école. Est-ce que vous m'en voudrez? Parce que c'est plus que ce que vous avez jamais eu. J'ai posé la question, moi. C'est ouf. Ah ouais? On peut faire ça avec mes parents. Enfin, je peux faire ça, donc... Mais je crois qu'en fait, moi, je crois que je l'ai conscientisé aussi, mais je suis jamais allé les voir pour leur dire est-ce que vous m'en voudrez? Ah bah ouais, le mieux, alors c'est vrai, c'est le truc de mise à mal, c'est le mieux quand t'as une question, pose-la directement à la personne à qui elle s'adresse. Et là, c'était eux, plutôt que de... Alors après, il y a eu un travail sur moi, mais il y avait aussi, j'avais besoin d'en parler avec eux, d'entendre leur... Et je savais que leur réponse, ça allait très certainement, en tout cas, être c'est ok, quoi. Mais le fait de l'entendre, il y a eu un truc de tout va bien se passer, je peux bosser sur moi. Et ils t'ont dit c'est ok? Ouais, ils m'ont dit c'est ok, et ils m'ont dit au contraire, sois heureux là où nous on n'a pas pu, parce que tout ce qu'on a fait, les sacrifices qu'on a fait, c'était pour que toi t'en arrives là. Et enfin voilà, c'est le sens de la vie. Et il y a eu aussi ce truc-là, ma mère je crois m'a dit mais tout ce que je veux moi c'est que tu me payes un petit café de temps en temps. Ma mère adore aller en terrasse de café, c'est son plus grand kiff dans la vie. Et elle m'a dit paye-moi un café de temps en temps. Et tu vois, mais il y a eu ce truc, mais enfin, moi je vais te payer une maison si je peux, quoi. Mais on va commencer par le café, mais ouais. Ah oui, donc en plus, t'as un truc de vouloir rendre quelque part. Ouais, j'avais. Et aujourd'hui, je me dis, c'est pas mon taf. Et en plus, c'est marrant, j'ai commencé à le faire auprès de ma mère. Mon père accepte le cadeau, mais ma mère, je sais plus ce que j'avais fait, je lui avais offert quelque chose assez cher qui lui faisait plaisir. On en avait parlé en plus, elle était ok. Et je sais plus exactement comment elle a fait, mais elle a trouvé le moyen de me rendre l'argent petit à petit en prétextant des pseudo-dépenses que j'avais, tu vois.
Et elle m'a fait des virements étalés sur plusieurs mois. Et je me dis, ok, sur le coup, tu dis, ok, ça c'est bon, bon, si elle a envie. Et quand j'ai fait le bilan des 3 mois passés, je me suis rendu compte que c'était exactement la somme que le cadeau avait coûté, que ce que je lui avais offert. Et je pense pas qu'elle l'ait fait consciemment. Et je me suis dit, elle est pas prête à ce que je lui offre des trucs. Tu lui en as parlé ou pas ? Non, pas encore. Ah, ok, c'est trop drôle. Ouais, je pense que je lui en parlerai. Et même, tu vois, on a fêté Noël récemment, et je lui offre un truc, et c'est limite si elle l'a pas déballé et enfoncé dans les coussins du canapé pour le cacher, quoi. Il y a une gêne à recevoir le cadeau chez ma mère qui est assez hallucinante. Et donc, voilà, je pense que c'est ce travail sur l'argent et ce travail au fait de recevoir qu'elle a à faire, et donc je peux pas la forcer, quoi. Oui, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que tes parents t'ont dit, mais let's go, va gagner ta vie le plus possible. En fait, ce qu'ils savaient pas, c'est qu'ils t'ont légué en même temps leur rapport à l'argent de façon très inconsciente. Ouais. Et toi, tu te retrouves avec de l'argent et une incapacité à le gérer de façon sereine, quoi. Ouais. Bah ouais. En sortant de tes études, t'as fait quoi comme métier ? Moi, j'ai été responsable de la communication. Et ce qui est marrant, c'est que mon premier taf, j'ai été dans le milieu associatif. Et je gagnais peut-être 2 fois moins que mes camarades de classe, mais d'emblée. Tu gagnais combien à peu près pour avoir une idée ? Je gagnais 28K. 28K brut. Ça fait 1700 après okay. impôt. Ce qui est correct, c'est la médiane française. Donc c'est ok. C'est juste 2 fois moins que ce qu'on m'avait promis. Et puis ça m'a fait faire des choix pas confortables. Tu vois, j'habitais très loin en banlieue, j'ai voulu me rapprocher de Paris. J'ai été dans une coloc où il y avait des rats et des trucs bons. Tu vois. Et puis en coloc, moi, c'est pas mon truc. Ça m'épuise beaucoup parce que je suis introverti. Et le jour, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire sacrifice sur sacrifice parce que j'essaie de maintenir un truc d'humilité financière. Tu vois, je fais un métier quand même exigeant. Enfin, c'était une création de poste. Je développais l'entreprise beaucoup et je gagnais très peu. C'était une asso. C'est une asso, oui, okay. Une asso, pardon, parce qu'en fait, c'est une entreprise en Angleterre et c'est une asso en France. D'accord. Et c'est dire le rapport qu'on a, parce que c'était à l'international, mais le rapport qu'on a en France sur le business quand même. Une entreprise se transforme en asso. Et ce qui m'a fait un déclic, c'est quand ma stagiaire est partie dans une autre asso et elle gagnait un peu plus que moi. C'est pas énormément, mais elle gagnait 33K et moi j'ai demandé une augmente, dire au moins 33 quoi, comme ma stagiaire. Et on m'a refusé ça et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas continuer en fait à gagner si peu et je sais pas pour quelle raison en fait, pour quelle valeur. Et alors pour quelle valeur tu gagnais si peu en sortant de Sciences Po donc? Non, j'ai fait sciences politiques, sciences politiques okay. à Paris 1, mais après moi j'ai fait le CELSA, donc une grande école de com qui est dans la Sorbonne. Qui est une école réputée où normalement effectivement quand tu sors de là t'as des salaires assez sympas pour des nouveaux diplômés quoi. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Et c'est pas HEC non plus, mais c'est confortable. Et la suite de mes choix professionnels me l'a montré. C'est que après par la suite, moi j'ai négocié des salaires qui moi me semblaient élevés. Et on me disait oui parce qu'il y avait CELSA sur le CV quoi. Est-ce que t'as la sensation que t'allais dans le monde associatif aussi pour pas gagner trop d'argent? Et c'est exactement ça. Et donc quand tu dis quelle valeur, je t'avoue que je sais pas, mais il y avait ce truc de si je gagne beaucoup, je le vole à quelqu'un d'autre. Tu vois, il y avait vraiment ce truc de donc je vais faire un travail démesuré parce que vraiment j'ai failli faire un burn-out, mais pour très peu. Et donc il y avait vraiment cette sensation de tonneau percé quoi. Je m'épuisais à quelque chose, mais de tout point de vue de mon énergie et de mon énergie financière aussi, parce que j'ai appris à le voir comme une énergie, l'argent qui circule quoi. Et je pense qu'il y avait ce truc de pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs que mon cheminement sur la masculinité m'a appris aussi que j'avais très peur de prendre la place d'autres gens et particulièrement des femmes. Voilà, ça se retrouve ici dans l'argent. C'est un vrai truc chez les transfuges de classe, sur les transfuges de classe dont parle Adrien Azelli, c'est vraiment ce truc d'avoir peur de déranger quoi. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant de voir que je suis un cliché sociologique, mais c'est ok quoi. Bah oui, c'est pas très grave, mais c'est juste cette peur de déranger qui vient typiquement je crois des milieux modestes quoi, tu vois, on va pas vous embêter hein. Mais oui, et tu vois ce qui est marrant c'est que je suis sorti avec des femmes qui étaient du coup à l'époque des filles de gens fortunés, puis par reproduction sociale le sont devenues aussi. Et ce qui m'avait frappé, c'était l'aisance qu'elles avaient à prendre la place, à donner leur avis, et à s'exprimer sur des sujets qu'elles ne maîtrisaient pas. Et tu vois, j'ai commencé le podcast en disant, je suis impressionné de m'exprimer sur quelque chose que je ne maîtrise pas, qui est typique, je pense,
de mon milieu social. Et elle prenait la place comme ça. Et j'étais là, oh waouh. Et j'ai fait le lien après, c'est que elles ont été dans l'aisance financière et dans l'aisance du coup de s'exprimer parce que la place leur était due, quoi. Donc c'était ok. Alors que moi, c'était l'inverse. J'ai tellement dû batailler et faire attention en même temps de pas le faire en force que t'es toujours en train de te surveiller, quoi. En tout cas, moi, je me suis beaucoup surveillé. Ouais, puis je crois qu'il y a aussi peut-être un truc au sein de ces familles qui est on donne la parole aux enfants plus aisément et je dis pas que je sais pas si c'était ton cas ou pas, tu vois, mais moi j'ai grandi dans un milieu aussi où c'était en fait t'es l'enfant, parle pas avec les adultes, quoi, tu vois, parce que j'avais envie de parler avec les adultes tout le temps, moi. Reste bien à ta place. Ah ouais? Ouais, pour le coup. Ok. Ce qui était un vrai truc, enfin c'est pas que ma famille, hein, c'était, je crois, tous les gens de mon entourage, quoi. C'était, on sépare bien, quoi, tu vois. Donc, toi qui aimes-toi bien, reste bien là où t'es. T'es petit. C'était pas ton cas, c'est ça? En fait, c'était pas mon cas du côté de ma mère, mais maintenant que tu le dis, c'était le cas du côté de mon père. Il m'a beaucoup rabaissé. Et donc, ce que tu dis, tu vois, c'est t'es petit, reste petit. Bah, c'est ça aussi, quand tu commences à grandir, on te rabaisse. Et c'est marrant, ouais, j'avais pas vu, mais lui, il a beaucoup fait ça. Et il l'a fait sans cruauté. Il l'a fait avec méchanceté. Parce que parce que c'est un mode de dernier recours. C'était un homme qui avait peu de ressources émotionnelles. Donc, du coup, je pense qu'il m'a beaucoup rabaissé. Et au bout d'un moment, tu dis, ok, je vais trouver des moyens détournés de prendre ma place. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenu artiste. Pour moi, c'était un moyen d'expression, de proposer de manière allégorique ce que je pensais ou ce que je vivais. Et on prend pas. Voilà. Intéressant. Donc, tu sors de. T'es au bord du burn-out dans cette association, c'est ça? Ouais, je suis au bord du burn-out, je demande une augmente. On te dit, déconne pas trop quand même. Exactement. Mais genre vraiment même pas un quart. C'est vraiment même pas une petite prime. Faut savoir que j'ai fait x3. En termes de volume d'activité sur un an où je suis arrivé, parce que c'était une création de poste aussi, hein, tu vois, c'est pas moi qui suis magique, mais parce qu'on a eu la ressource humaine aussi à dévouer à ça, mais quand même un petit truc. Et c'est là que je me suis dit, ok, factuellement, donc je bossais en marketing aussi en plus de faire de la com, j'avais les chiffres qui montraient que je valais tant, enfin je rapportais tant, et donc il suffisait de faire une simple soustraction en tout cas et de dire bon, c'est pas normal en fait qu'on me le refuse factuellement. Et je me suis dit, je peux pas continuer à me flageller ou à entériner ce rôle-là qui me plaît pas. Donc j'ai décidé de partir, quoi. Et je suis parti à l'inverse, à chercher beaucoup d'argent pour un métier qui me plaisait pas du tout. Ok. Ce qui a été une erreur parce que là j'ai fait un vrai burn-out. Et donc j'avais des restes, tu vois, aussi de mon pré-burn-out. Mais je suis devenu consultant où t'es écrasé sous des strates d'autorité qui en plus n'est pas du tout dans ma nature, de répondre au boss du boss plus le boss de ton agence qui répond au surboss de tout le monde. Je me suis dit waouh, ok. Et là j'ai fait un burn-out carabiné. Et tu gagnais combien? Et là je gagnais 45 ok. Donc ça fait du quoi 2007 ou 2008 net par mois. Et après j'ai fait 4 mois de burn-out qui ont été salvateurs. Je le conseille pas, il faut pas spécialement arriver là, mais ça m'a vraiment posé. Et de définir ma valeur, c'est ce que j'ai fait pendant ce burn-out. Oui, parce qu'en plus, j'allais te dire, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, t'as pas triplé ton salaire, quoi. Tu vois, quand tu dis, je suis sorti de là pour gagner beaucoup d'argent, tu vois, je me suis dit, ok, le mec est allé chercher 3-4 fois plus de sous, quoi. Ouais, alors non. C'est trop drôle. Bah, pour là où j'en étais, c'était pas mal. Okay. Je gagnais plus que mes potes, du coup, à ce moment-là, ce qui était un peu mon repère. Okay. Mais surtout, je gagnais, je crois que c'est 60 ou 70% de plus que mon ancien salaire. Donc, ce truc de, c'est bon, abuse pas. Je pense que je me réfrénais aussi. J'avais refusé un autre poste où on me faisait gagner beaucoup plus, 60. Et ce qui est marrant, c'est que du coup je leur avais dit non mais je veux pas aller chez vous, j'ai choisi autre chose. Ils m'ont dit c'est quoi, c'est une question d'argent, on peut monter 70, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit oh ok, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, c'est trop bizarre pour moi de me dire on peut pas s'accorder juste sur ce qu'on vaut vraiment plutôt que des espèces de manipulations chiffrées. Ça m'avait fait bizarre. Alors on appelle ça de la négociation. Je sais pas si tu es au courant, mais les manipulations chiffrées, c'est pas du tout des manipulations chiffrées, c'est de la négociation. C'est donc ça. Il faut que je revienne. Ça permet de juste de dire en fait, bon bah voilà, moi j'estime que vous me donnez pas assez, donc rentre en jeu une négociation qui est juste un truc de voilà moi à combien j'estime mon travail et par là aussi quelque part ma valeur. Non mais ce que je veux dire, c'est trop drôle que t'appelles ça des manipulations chiffrées. Voilà, je vais faire des manuels de management, manipulation chiffrée. Mais ce qui est, alors
ce que je veux dire, c'est que moi aujourd'hui je négocie beaucoup parce que je suis freelance, donc tous les jours je négocie. Et là récemment, la semaine dernière j'ai négocié, et j'ai obtenu ce que je vaux, enfin, ce que je pense valoir. Mais t'as dû apprendre à négocier, j'imagine. Ouais, et je sais toujours pas le faire, parce qu'en fait là ça n'a pas été une négo. J'ai dit je vaux autant, ils m'ont dit d'accord. Et j'étais genre un peu déçu, j'étais là, zut, j'ai pas pu m'exercer à négocier, tu vois. Non mais c'est pas grave, je suis content. Et donc t'en tires quoi comme conclusion ? Que je peux mettre plus. Merci. Ouais, non, mais c'est rigolo parce que c'est un jeu aussi. Oui, tu vois, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu. L'argent, maintenant, c'est devenu un petit jeu. Parce que ça... Et quand je dis merci, je m'adresse aussi aux gens qui sont en train de nous écouter. Je m'adresse pas qu'à toi. C'est qu'en fait, c'est hyper intéressant que tu partages ça, je trouve. Parce que ça peut dire aux gens aussi qu'en fait, potentiellement, vous valez plus quand vous êtes en train d'écouter et qu'on vous dit d'entrée ok, c'est peut-être que la prochaine fois vous pouvez peut-être mettre 10%, 15% ou 20% de plus, quoi. Ouais, et le voir pas comme la personne en face, si elle dit pas non en fait, elle dit ah peut-être que, et là ok on danse, tu vois, il y a un petit truc, je suis en train de danser sur le canapé et là on danse et moi je le vois un peu plus comme ça, donc ça c'est plus amusant. Mais ce que je veux dire manipulation chiffrée à l'époque, c'est que j'avais pas capté, moi innocent du milieu associatif où tout est transparent. Il y a d'autres tensions dans le milieu associatif, surtout sur l'argent. C'est ce qui m'a fait partir d'ailleurs, parce que c'est une vraie guerre, l'argent dans le milieu associatif. J'espère pouvoir en faire un épisode un jour avec un épisode dédié sur l'associatif et l'argent. En gros, quand tu donnes de ton temps, qu'est-ce que tu attends en retour ? Ouais. Et humainement, etc. Bah ouais, t'en tires des trucs un peu inquantifiables, mais même en tant que chef d'entreprise, les subventions, les fondations, et d'où vient l'argent ? Moi, c'est ça qui m'avait... en fait, le jour où j'ai vu que l'argent venait du même endroit dans les assos que dans des gros trucs capitalistiques, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de garder un apparat de bienséance, de me dire je fais le juste et tout. L'argent, il vient du même endroit. Ça dépend ce que t'en fais après, et je veux pas dire que tout est égal, mais c'est beaucoup plus nuancé que ce que je pensais en m'engageant. Je trouve que c'est hyper important de savoir, et surtout quand on vient de nos milieux, je crois, où l'argent est un peu diabolisé, qu'en fait, avoir de l'argent en soi, c'est pas mal, et ça fera pas de toi un suppôt de Satan, c'est vraiment de ce que tu décides. Non mais parce que vraiment, moi dans ma tête, c'est ça. C'est vraiment de ce que tu décides d'en faire, de cet argent, qui compte à la fin. Oui, et tu vois, le fait aujourd'hui d'en avoir, et de voir la finalité, moi, de connecter joie avec argent, ce que je fais surtout grâce à ma copine qui, elle, prend plaisir à ce qu'on voyage, à ce qu'on aille dans des restos, tout. Moi, ce que je faisais pas du tout avant. Moi, dès que j'ai de l'argent, comme un petit écureuil, j'allais le cacher sur mon PEL, et j'ai ouvert mon compte. Donc à l'époque, ça n'existait pas le PEL, je crois, mais j'ai ouvert un compte épargne à 7 ans. C'est quand même ma boule, tu vois, t'es un enfant, tu rentres au CP, et moi j'ai demandé pour mon anniv à ce qu'on ouvre un livret A. Ah, c'était toi qui avais demandé, c'est pas tes parents qui s'étaient dit, ok. Angoisse, tu vois, je me dis, il faut que j'accumule. Et donc aujourd'hui, si j'ai un petit pécule, c'est parce que j'accumule depuis 23 ans, quoi, tu vois. C'est fou, genre mon livret A, c'est un enfant qui a 23 ans, il vient de terminer ses études. Tu vois, c'est dingue de se dire ça. Et ta copine, elle vient d'un milieu plus aisé que toi ? Ouais. Ok. Ouais. Et moi, je me disais, les gens aisés, c'est relatif après, tu vois. Donc, moi, ce que je considère aisé, ils doivent pas avoir de soucis. Et en fait, si. Et quand j'ai écrit ma newsletter sur l'argent, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Et il y a beaucoup de gens qui se considèrent aisés, qui sont venus me dire, ouais, mais moi, en fait, je m'en veux. Je trouve que tout a été facile dans ma vie. J'ai aucun mérite. Aujourd'hui, à 30, 40 ans, je fais une crise de me dire, mais j'ai rien eu de difficile. Je sais pas ce que je vaux. Tout m'est tombé dans la bouche, tout cuit et tout ça. Je dis, ah, ok. Donc moi, avoir dû un peu batailler, ça m'a appris ma valeur. Et donc on en vient à aujourd'hui, je négocie mon TJM, donc tarif journalier moyen, je crois. C'est ça. Je crois. Attends, je voudrais juste passer une petite annonce. Si jamais vous êtes rentier ou rentière et que vous avez grandi, vous êtes né dans une famille qui n'avait pas besoin de gagner d'argent et que dans votre vie, vous n'avez jamais eu besoin de gagner d'argent particulièrement pour pouvoir vivre votre existence, pour pouvoir subvenir à vos besoins, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur argent@fabflorent.com parce que vraiment c'est un sujet que j'ai envie de traiter aussi, quoi. Et j'ai pas de personnes rentières autour de moi. Ah bah alors. Bah je sais, mais on vient d'où on vient, hein, tu vois. C'est vrai. Moi je cherche encore. Donc je fais une annonce aussi si quelqu'un veut m'entretenir. Mais donc oui, pardon, aujourd'hui t'es en train de cette là aujourd'hui t'es obligé de négocier puisque tu négocies tes tarifs en permanence, quoi. Ouais, ça m'a appris ça. Et donc, c'est un apprentissage. Et aujourd'hui, je m'enthousiasme plutôt de ce que j'ai appris sur l'argent, même si ça a été un peu difficile par moment.
Mais donc pour revenir à cette négociation chiffrée, enfin cette manipulation chiffrée. Le terme est important, manipulation. Mais oui, mais ce qui m'a rendu perplexe, c'est parce que je maîtrisais pas les codes. Moi j'ai dit gentiment, tu vois, j'ai accepté un autre taf qui est plus cool. Et elle l'a pris comme on vient de rentrer dans ce pas de danse là, tu vois, dont je te parlais, donc je vais offrir plus. Et qu'est-ce qui se passe? Genre, vous pouvez pas dire ça plus tôt, mais j'étais aussi démuni moi de pas avoir joué ce jeu-là parce que j'en avais pas les codes et ça m'a appris aussi à le faire après. Donc c'est ça où je dis manipulation, c'est que je dis mais qu'est-ce qu'on fait? Genre, à quoi on joue? J'ai pas compris. Et il y a ces codes-là quand tu viens d'un milieu pas fortuné, enfin où l'argent même c'est tabou. Il y a des codes que tu maîtrises pas qui sont assez fins, quoi. Exactement. Bourdieu gagne toujours à la fin. Oui, en fait, toujours. C'est le big boss, de toute façon. Heureusement, aujourd'hui, il y a des podcasts parce que ça permet de pouvoir partager ce genre de trucs, tu vois. Mais ce que tu fais, et c'est vraiment hyper important. Et il y en a, tu vois, il y a le rend l'argent de Titu Lecoq aussi. Ouais. Enfin, c'est en train c'est le sujet tabou qu'on essaie de déconstruire. Vraiment, j'en viens à détester ce mot, mais en tout cas, à révéler, de voir si t'enlèves la coque, qu'est-ce qu'il y a dans les rouages derrière. C'est vraiment important pour reprendre du pouvoir. Bien sûr, tout à fait. Et Rend l'argent, qui est un podcast qui n'existe plus d'ailleurs, mais il a fait plusieurs épisodes sur l'argent au sein du couple. Ouais. Titu, si tu nous écoutes, n'hésite pas, je voudrais bien t'avoir dans mon podcast. En fait, après ce burn-out, j'imagine, tu t'es dit, ok, ça suffit, peut-être je vais me lancer en tant que freelance, c'est ça? Pendant mon burn-out, je me suis dit, je vais monter ma structure. J'avais identifié des choses et je relançais Mise à Mal à l'époque, en plus, mon podcast. Et ça m'a donné tellement d'énergie. Au moment où j'en ai plus du tout, je me suis dit, ok, il y a un signe, j'adore faire ce podcast, j'adore créer, donc je vais faire quelque chose dans la création, et particulièrement la création audio. Donc j'avais réfléchi à monter une structure. Et j'avais, au tout début de mon podcast, au tout début de mon burn-out, j'avais postulé à plein de trucs affolés, tu vois, de me dire je vais perdre mon taf. Et donc, 4 mois, c'est cool. Je me dis, je vais lancer ma structure, je commence à aller mieux, etc. Et il y a un taf qui me rappelle il y a 4 mois. Et je passe des entretiens, ça a l'air cool. Et il m'offre un salaire confortable, pas fou, pas une énorme augmente par rapport à ce que j'avais eu avant. Mais toujours un peu plus, ce qui faisait quand même qu'en un an, j'avais augmenté de 75% mon salaire, donc ça a l'air vraiment bien. Et le taf a l'air bien, j'aime bien les gens en entretien et tout, et je me dis, bon, c'est peut-être un caprice ce que je suis en train de faire, monter ma structure, être freelance. Pourtant, j'avais créé mon statut, j'avais mon SIRET, je me suis dit, on y va. Mais je me dis, bon, je vais aller dans le salariat, et donc j'y vais, et ça se passe très mal. Parce que c'est une start-up qui a des enjeux d'hypercroissance, et on traite les gens bizarrement. Je comprends pas très bien comment on traite les gens dans ces structures-là. Je veux pas généraliser, mais en tout cas, l'expérience que j'en ai eue. Et donc au final on finit par se séparer, et là je me dis bon bah moi je reviens à ce que j'avais entrevu pendant mon burn-out, qui était en fait un moment de grande clairvoyance. Je vais être à mon compte et je vais bosser dans la création. Donc c'est le dernier choix professionnel que j'ai fait là en juillet, il y a 6 mois, et j'en suis encore aujourd'hui, et j'ai des moments de panique. T'as demandé une rupture conventionnelle avant de partir ou... Ouais. Ok, ouais. donc aujourd'hui tu touches le chômage. Aujourd'hui je suis au chômage, et vraiment vive la France. Oui. Non mais c'est pas chauvin, mais c'est une chance incroyable parce que je suis couvert pour faire ce que je fais, et en même temps je joue le jeu, c'est-à-dire que je cherche, tu vois, en tant que freelance, j'ai des missions, ce qui font que je rapporte de l'argent, je cotise, etc. Donc je joue le jeu. Tu crées ton job, quoi. Je crée mon job, mais eux ils me permettent de faire ça, et l'assurance. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que je gagne suffisamment pour couvrir mes besoins primaires, mais pas suffisamment pour m'éclater. Et donc du coup, je suis assez bien pour être tranquille en sécurité, mais assez frustré pour aller créer mon taf, chercher mon job et créer plus, quoi. Donc je suis dans l'entre-deux parfait là. Ok. Donc ça fait 6 mois que tu fais ça? Ouais, ça fait 6 mois. T'es content de la façon dont tu t'en sors financièrement? Alors financièrement, c'est là où je vais avoir mes principales angoisses. Ok. Et là, je viens de signer une mission. Donc tu vois, pour 6 jours, je gagne 3 000 €. Je me dis, bon, là, je suis très content, quoi. Parce que... 3 000 €, genre hors taxe, TTC. Avant URSSAF. C'est ça. Je vais 2004. Ok. Mais c'est 6 jours. C'est 6 jours, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, tu peux avoir un mois où tu vas rien avoir. Oui, c'est ça. Il faut compenser le mois d'après. Faut expliquer. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça a l'air d'être... C'est plus un CDI, mon gars. Ouais, t'as plus le salaire qui tombe à la fin du mois. Ouais. Mais quoi qu'il arrive. Donc oui, il faut que je lisse, en fait, en prévoyant, ok, j'ai combien de trésorerie, combien je peux tenir sur ça. Et donc, du coup, je lisse mon salaire sur le nombre de mois où je me dis, je vais avoir 0. Enfin, en fait, ta référence, c'est toujours 0. Ouais. En tant qu'auto-entrepreneur. Et ça, c'est... Mais j'ai un pote qui est dans l'auto-entrepreneuriat depuis 3-4 ans.
C'est Armen qui vient souvent dans mon podcast et j'apprends beaucoup de lui aussi, de la confiance qu'il a dans le fait ça va arriver, juste prévois ça comme ça et tout. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir des potes qui le font avant toi. Comment tu arrives à gérer justement ce rapport au manque quand t'es dans le manque potentiel permanent? Et ben, je le gère pas encore bien. Ok. Et je trouve que j'essaye de pas être en panique émotionnellement, parce que c'est là où je perds de vue tout. Et tu vois, là, et c'est marrant parce qu'on m'a jamais autant proposé de job, mais pas dans les conditions que je voulais. Comment ça? Pas dans les conditions que tu voulais? En fait, je veux pas retourner dans le salariat. Ah oui, d'accord. C'est des vrais travails qu'on te propose pour le coup. C'est un travail. Donc le CDI est un vrai travail. Oui, bien sûr. C'est très marrant. Mais oui, c'est pas des missions qu'on te propose. Non, c'est pas des missions. Okay. Ouais, en fait, c'est marrant parce que je les approche en proposant des missions et on me dit c'est cool ce que tu fais, viens en permanence chez nous toute la journée, tout le temps. Et moi, je suis là, je suis plus dans ce mode-là, mais c'est le 4e qu'on me propose en 3 mois. Donc moi, récemment, on m'a proposé un poste créatif, donc vraiment pour de la rédaction, ce que j'adore faire. Franchement bien payé, et j'ai eu un moment de peut-être que là, la 4e fois qu'on me propose ça, il faut que j'y aille. Ouais. Et j'ai eu un moment de panique comme ça, de me dire mais j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'acheter un appart, j'ai besoin de, tu vois, toutes mes angoisses sont revenues d'un coup. Et donc j'ai appelé ma copine pour lui dire je vais accepter, et elle m'a dit mais en fait là t'es en train de faire un choix court terme, t'es en train de paniquer. Est-ce que t'as besoin de cet argent maintenant? Et est-ce que ce que tu fais va pas te rapporter peut-être même plus sur le long terme et selon tes termes à toi, quoi? Je dis ouais, c'est excellente vrai. question. Oui. Merci madame. Mais ouais, elle est très forte. Et t'as pas réussi à convertir ces demandes d'embauche en mission pour toi? J'ai pas insisté. Ouais, parce que j'ai eu une autre mission qui m'amusait plus. D'accord. Mais je vais les relancer. Je pense qu'ils ont besoin. Je crois que s'ils te proposent un job, c'est qu'ils ont besoin. Oui. Après, je crois que la plupart des boîtes, elles ont tendance à venir dire nous, on veut les gens chez nous. Et que c'est toi aussi, en tant que freelance, de venir dire en fait, moi, aujourd'hui, je ne vends pas mes services à plein temps, mais en revanche, à hauteur de quelques jours par semaine ou par mois, let's go, quoi. Oui, ce que j'ai d'ailleurs fait, la première mission que j'ai signée, c'est après, donc en juillet. Donc ça faisait 2 semaines, tu vois, que je venais d'arrêter. J'envoie un CV. Et ça prend, et j'ai une super mission et tout, et à la fin ils ont voulu m'embaucher et j'ai dit non, j'ai besoin, et ils m'ont un peu fait stresser de me dire mais viens chez nous, t'auras tellement à apprendre là en freelance, tu vas peut-être pas être cocooné comme il faut, mentoré comme il faut, tu vois. Bien sûr. Donc très fort d'appuyer sur les angoisses. Je crois qu'ils ont compris aussi, ils se sont dit bon, le petit flow là, on peut peut-être appuyer sur ce bouton là, peut-être que ça va marcher. Ouais, et 6 mois avant ça a marché, tu vois. Genre cette start-up, alors elle a pas appuyé volontairement sur ces boutons là, mais c'était ceux qu'il fallait activer. Sauf que là j'ai appris et je leur ai dit mais en fait je vais faire des erreurs, mais ce que j'ai besoin maintenant c'est de faire mes erreurs et plus les erreurs de quelqu'un d'autre. Et voilà, donc, et j'en apprends, mais vraiment j'ai l'impression des trucs d'auto-entrepreneur que t'entends tout le temps, mais j'apprends 10 fois plus vite aujourd'hui parce que quand je me plante, je sais pourquoi. Et surtout, ça te fait une marque émotionnelle forte, donc c'est le signe d'un apprentissage pour moi. Ça s'ancre vraiment, et donc tu sais comment capitaliser dessus, en tout cas j'ai l'impression. Oui, clairement. T'as pas le choix de toute façon. En plus. D'apprendre et de te relever le lendemain, et c'est l'un des trucs géniaux aussi qui peut angoisser les gens qui sont dans le salariat, c'est que en fait, quoi que tu fasses, si tu bouges pas de ta chaise, en fait, à la fin, la thune, elle tombera pas. Alors que, je dis pas que c'est le cas dans tous les jobs, mais il y a quand même pas mal de jobs où tu peux te poser et faire le minimum syndical qu'on te demande, voire même dans certains grands groupes. Moins. être en mode, furtif, quoi, tu vois, sous ton bureau et tout. Et puis à la fin, ton salaire tombe, quoi. Ouais, et voler des sucrètes. Je faisais ça quand j'étais dans un grand groupe. Tu volais des sucrètes? Ouais, c'était ma vengeance. J'ai une réserve de sucrètes incroyable maintenant. Tu te rends compte? T'étais là, je me venge, je vais voler des sucrètes à la boîte. Tu te rends compte? Non, mais ça, pour moi, c'est typiquement une marque de prol, quoi, tu vois. Oui, et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour nos chers prolétaires, quoi, tu vois, et d'où je viens, quoi, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de je vais me venger, je vais voler des sucrettes. Mais ouais, je le savais en plus, tu vois. Et ma mère est un peu klepto aussi, elle vole des trucs. Et donc, je savais. C'est elle qui t'a appris. Vole donc des sucrètes. Vole des sucrètes au méchant patron. Le grand capital. Ouais, c'est ça. Et ils ont fait faillite depuis. Déficit de sucrètes. Non, c'est faux, hein, ils vont très bien. Putain, c'est quand même ouf le rapport qu'on peut avoir
à ça, quoi. Tu vois, à l'argent, ça me fascine un peu. Mais ce qui est marrant, c'est que à manquer d'argent, on en devient méchant. En tout cas, moi, j'avais ce truc je devenais aigri, ce qui est un grand signe chez moi de désespoir, quoi. À manquer d'argent, on devient méchant avec ceux qui en ont, alors qu'en fait, il y a peut-être des choses à en apprendre. Enfin, Alors merci de dire ça, c'est l'un des trucs que je vais essayer de faire avec ce podcast, c'est de donner la parole à des gens qui ont de l'argent aussi, voire même beaucoup d'argent, et de les entendre parler sur un temps long de leur rapport à l'argent et de leurs angoisses aussi, parce que guess what, ils en ont aussi. Bah ouais. Plein même, ouais. Sans doute même parfois beaucoup plus, parce que c'est beaucoup à gérer. Revenons à la raison pour laquelle tu m'as envoyé à la base ce message. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le recul, ce jour où cette fille te paye le repas et que tu es en train de faire, non pas un AVC, mais une petite attaque émotionnelle lourde, quoi. Ouais, petite panique émotionnelle. Bah, il y a eu ce truc... Alors moi, j'ai fait le lien avec la masculinité, mais aussi avec ma personnalité. Donc, sur la masculinité, il y a eu ce truc de... Un homme, c'est censé... Ce que j'ai appris, c'est censé être dans l'action. Et donc, si tu restes assis pendant qu'on te paye un truc, t'es pas un homme. Il y a eu ce truc-là. Mais c'est aller plus loin, c'est que c'était parce que c'était une femme que j'ai paniqué. Le premier truc qui m'est venu en tête, et c'est marrant, j'ai dû écrire le newsletter pour m'en rendre compte, c'est si elle paye le repas, elle va plus vouloir coucher avec moi. Attends, t'as écrit la newsletter, t'as dû écrire pour te rendre compte du truc. En fait, moi j'écris par intuition, ouais. Donc j'avais une nébuleuse de, il y a quelque chose de sexué. Dans cette panique, il y a quelque chose de sexué. Et il y a quelque chose de elle va plus vouloir de moi ou je sais pas quoi, mais c'était très diffus. Et c'est en écrivant le newsletter que en le posant sur le papier, je veux dire, c'est une vraie angoisse. C'est pas juste un truc de c'est farfelu ce que j'ai pensé, et puis de passer à autre chose. Je me suis dit, c'est structurant dans la panique que j'ai eue. Donc je l'ai pas réalisé en écrivant, mais j'ai réalisé pourquoi en écrivant. T'as eu la sensation qu'elle te prenait ta virilité, c'est ça ? Ouais, mais ta puissance sexuelle. Ma puissance sexuelle. Okay. Et tu dis le mot qui est important, c'est que capacité de payer, dans ma tête, c'était puissance. Et si on le dit à l'inverse, on comprend pourquoi c'est sexué, c'est que incapacité de payer égale impuissance. Donc il y a ce truc, tu vois, très sexuel chez un homme. Donc puissance égale puissance sexuelle. On fait toujours ce raccourci chelou, à bandé dur. Et c'est important. C'est important. Et l'autre truc, c'est que je me suis rendu compte, et ça c'est en écrivant la newsletter du coup, que en payant, en fait, le sexe, ça serait une forme de faveur qu'elle m'accorderait par rapport au confort matériel que je lui offrirais avec l'argent. Et donc, si je suis pas en mesure de lui payer le déj, de la faire sentir à l'aise, elle va pas vouloir me rembourser en sexe. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois dans cette espèce de dette permanente qu'une femme déjà peut éprouver du désir pour elle-même, qu'elle peut kiffer le sexe sans me dire je vais faire plaisir à l'homme. Non, mais rien que ça, tu vois, c'est quand même tordu. Enfin, voilà, je suis content de l'avoir vu. Mais en plus de me dire, de faire ce raccourci, c'est à moi d'être le provider, de la mettre à l'abri, et en plus elle va me remercier avec du sexe. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi à ce moment-là. J'ai été si mal à l'aise, j'ai jamais payé de verre à une femme, sauf une fois. Mais je résistais à payer des coups à des meufs en boîte, ou je déteste ça. Ah, tu veux dire d'aborder une meuf et de dire oui. Si tu veux, je te paye un verre. Ouais, okay, j'ai jamais fait ça, je l'ai fait une fois. Et elle a fini par embrasser son pote. Et je me suis dit, bon, comme quoi. Parce que je le faisais avec l'intention de la pécho. Et je me dis, en fait, ce qu'on fait en faisant ça, alors je veux pas généraliser, mais en tout cas, je pense que ce qu'on fait en faisant ça, c'est créer de la dette. Ce que tu fais. Ce que je fais, ouais. Mais ce qui est marrant, tu vois, tu me dis dessus, mais la seule fois où une meuf m'a payé un verre, je lui ai dit merci et je me suis barré parce que voilà, et elle m'a vraiment on a discuté un peu puis je me suis barré et elle m'a insulté, elle me dit mais tu rentres pas avec moi, mais qu'est-ce que tu fais, t'es un connard, et je me suis dit ok, c'est pas que les mecs, c'est pas que moi, c'est une norme intériorisée que payer quelque chose c'est créer de la dette, et particulièrement de la dette sexuelle quand on est dans un rapport de séduction, quoi. Ok, c'est intéressant parce que j'ai une amie à moi qui m'a raconté que systématiquement elle payait le date, enfin en tout cas le coup à boire ou le café ou je sais pas quoi, en se disant en fait si j'ai fait passer un mauvais moment à la personne, au moins ça lui coûtera pas d'argent. Oh waouh. C'est encore un autre délire. Ouais, c'est un autre délire. Putain, c'est marrant. Tu dédommages. C'est ça, c'est en fait quoi qu'il arrive, ce sera neutre pour toi. Ça rééquilibre la je vais perdre du temps, mais je te paye quand même ton café ou ton verre, quoi. Tu vois, c'est intéressant. Ok. Et est-ce que t'as fini par pécho cette meuf finalement? Laquelle? Celle qui m'a payé le resto? Celle qui t'a payé le resto. Bon, en fait, on était déjà ensemble. Hein. C'était. Ah, c'est ta copine. Ouais. Ok. What?
Ah oui, donc t'étais même pas dans une... Non. Ah ok, donc ça change, pour moi c'est... Ah, pardon, non, mais je me dis que pour les gens, peut-être faut expliquer ça, c'est que de ce fait-là, t'étais pas dans une logique de séduction. Non. Et tu vois, on se connaissait déjà et tout allait bien en plus. C'est justement... Mais c'est la première fois qu'une fille te payait le resto ? Non. Ok. Mais c'est juste que là, c'était la première fois depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours ce malaise-là. Et je me suis dit, c'est pas possible de traîner encore des trucs tu vois, en ayant un podcast sur la masculinité à mon âge, puis en ayant travaillé sur moi aussi en thérapie. Hein. Tu peux traîner des trucs. Oui, apparemment. En ayant un podcast sur la masculinité, ça fait pas de toi un surhomme. Bien sûr, mais je me dis, c'est mon taf aussi de pas le laisser passer. C'est cool de l'analyser en tout cas. Ok. Vous en avez reparlé ? On en avait parlé sur le moment. Ouais. C'est ce qui est vraiment bien, c'est qu'on parle de ces sujets-là. Et elle m'a dit, parce qu'elle comprenait pas, il y avait une incompréhension, et elle avait vu mon oncle faire pareil en vacances, de refuser, mais physiquement, que je paye le resto. Il m'avait poussé dehors du resto pour pas que je paye. Alors c'est lui qui m'invitait, tu vois, c'était normal. Ouais. Elle m'a dit, mais vous avez un truc dans ta famille Elle, tu vois, en connectant les points, de se dire, vous avez un truc avec l'argent dans ta famille Oui, un petit peu. Ah, vous en aviez jamais parlé ensemble alors que vous étiez en couple ? Non, ça faisait pas si longtemps que ça, et puis on avait d'autres choses à discuter avant l'argent. C'était pas présenté, c'est parce que tout était fermé avant, donc on n'avait pas trop l'occasion de se payer des trucs. Vous êtes pas partis en vacances ? Parce que ça aussi, ça fait partie des sujets. C'était chez mon oncle, c'est la première fois qu'on partait en vacances, et c'est là où elle a commencé à voir. Donc ouais. C'est dit, tiens donc. Tu lui as expliqué donc un peu d'où tu venais et tout de ce fait-là, t'as partagé un peu ton histoire ? Ouais, on en a parlé. On en a parlé un peu. C'est marrant, je me rappelle plus exactement ce qu'on s'est dit. Je pense que je lui ai dit que j'avais manqué beaucoup. Mais pour elle, comme c'est pas trop un sujet, elle écoute. Et puis on n'en a pas plus parlé que ça. Par contre, quand je suis devenu free et que j'ai commencé à manquer d'argent, je lui ai dit, je vais pas pouvoir maintenir un rythme de vie. Et je lui ai dit, je m'en veux en fait de pas pouvoir t'offrir des week-ends, des restos. Et puis elle est cool, elle me paye des trucs parce que ce qui compte pour elle, c'est le moment, c'est pas l'argent qu'elle gagne ou qu'elle perd. Donc elle me dit, mais moi je veux le vivre avec toi, donc je te le paye, et c'est ce qui compte. Et moi j'ai appris, et en fait c'est grâce à elle et cette générosité qu'elle a que j'ai accepté le don. Oui, j'allais dire de recevoir. Ouais, c'est grâce à elle. Donc on en a parlé, mais surtout on l'a éprouvé en acte. Et moi je la remercie beaucoup parce que c'est avec cette simplicité-là. Tu vois, le cadeau de Noël qu'elle m'a offert, c'est des billets de train pour aller fêter Noël dans sa famille. Et donc c'est cher en période et elle l'a fait d'une simplicité de me dire viens, et de me dire c'est ça que l'argent ça permet, c'est un moment de vie, c'est une expérience de vie qui va rester dans ma mémoire et m'accompagner, me provoquer de la joie. Je me dis ok, ça vaut le coup d'avoir des sous pour ça. Donc c'est grâce à sa générosité que j'apprends aussi. C'est trop intéressant. Il y a tellement de sujets aussi sur l'argent et le couple. Ouais. Parce que forcément, surtout quand il y a des rapports déséquilibrés comme ça amène d'autres questions comme celle-ci en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais quand toi t'es un peu plus tranquille, que t'as peut-être un peu plus d'argent, tu décides de pas en faire profit. Enfin, si l'autre veut pas accepter, c'est très compliqué parce que tu décides de pas vivre le moment au nom de ça. Ou alors tu forces et c'est pas non plus la bonne façon de faire. Ou tu dis c'est pas grave, allez viens, je te paye le truc. Ça règle pas le problème non plus quoi. Non, il faut pas y aller en force. Ce qu'elle a pas fait, elle m'a dit mais tu te rends compte de ta réaction. Elle l'a pas dit comme ça, elle a dit c'est marrant. Et donc on en a discuté. C'était vraiment une candeur, tu vois, une curiosité de qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Et c'est en écrivant ma newsletter, j'ai eu un retour particulier qui m'a marqué. C'est une femme qui m'a écrit de me dire c'est grâce à ta newsletter que j'ai compris pourquoi mon compagnon refusait que je lui paye des trucs. Et merci parce que jusque-là, moi, je le forçais à payer et plus je le faisais, plus il m'en voulait. Et ça devient un sujet de tension maintenant, on n'en parle même plus. Elle me dit, c'est avec ta newsletter que j'ai compris que en fait, je lui ai imposé quelque chose, je le diminuais peut-être et qu'il faut qu'on en parle, il faut que je sache ce que ça représente pour lui. Et je pense que quand il y a une tension, mettre au milieu les représentations qu'on a, parce qu'on pense qu'on parle de la même chose et en fait absolument pas. Genre tu as un billet de 10, tu te dis ok c'est un billet de 10, non, c'est ta liberté ou c'est ta prison selon la personne qui le regarde quoi. C'est exactement ça et c'est ce que raconte aussi Christian Junod dans notre premier épisode, c'est que on projette tellement de choses sur l'argent alors qu'en fait c'est juste une valeur et à un moment donné une valeur que t'échanges contre autre chose quoi. Et tu vois d'ailleurs tu parlais d'énergie, tu disais que pour toi l'argent c'était aussi une énergie et je l'entendais dire dans une autre interview que pour lui il y avait aussi un peu ce truc c'était un peu aussi embêtant parce que c'est aussi une forme de projection que tu viens mettre sur l'argent, de venir dire que c'est de l'énergie.
Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Non. Bah, ça reste quand même un truc que tu projettes sur l'argent en tant que tel. Tu vois? Oui, factuellement, ce n'est pas une énergie, c'est moi qui interprète. Oui. Ouais. C'est trop intéressant d'essayer de le rendre le plus neutre possible, en fait, tu vois. Ah ok, parce que tu vois, là, moi, le taf que je fais en ce moment, c'est au contraire de pas le rendre neutre, peut-être pour arriver à la neutralité, à l'équilibre. Ah oui. C'est en écoutant d'ailleurs ton podcast avec Christian Junot que je me suis rendu compte que j'aimais pas l'argent. Et c'est le dernier point de la newsletter et d'ailleurs de comprendre pourquoi j'avais bugué quand elle m'avait payé le repas. Dire, j'aimais pas l'argent. Et donc quelque part, j'aimais pas le fait qu'on puisse m'aimer avec l'argent aussi. Et il y avait et donc le fait de voir l'argent comme une énergie positive, parce qu'avant je voyais ça vraiment comme un truc néfaste, tu vois, le démon, ça va peut-être rééquilibrer à la neutralité, et ce qui va faire que l'argent est positif ou non, c'est mon intention, et l'énergie vient plutôt de moi que de l'objet. Je pense que c'est à ça qu'il vaut mieux arriver. Ouais. Tu as compris, tu as fait le lien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur l'argent dont tu voulais causer? Ben non, écoute, je crois que c'est ça, c'est juste, moi j'ai été marqué par un livre que je recommande, qui est Rich Dad Poor Dad. Oui. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais le nom est avec le nom. Alors il existe en français, hein, c'est Père riche, Père pauvre. Ah, ça va, la traduction. Pour les gens qui ont pas. Mais attends, c'est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. C'est un livre qui date de la fin des années 90. Ouais, alors il doit y en avoir des plus récents sur l'argent, mais celui-là m'a particulièrement marqué. Parce que je commence... Alors, excuse-moi, mais c'est sous-titré « Ce que les parents riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient à leur service ». Ça en dit long. Tout un programme. Mais il y a 2 points, tu vois, qui m'ont marqué là-dessus. C'est que être riche, c'est une mentalité. C'est-à-dire que la notion d'abondance, tu peux l'avoir quand t'as pas d'argent. Et ça m'a marqué de me dire que être pauvre, c'est pas pareil qu'être sans argent. Tu vois, cette distinction-là que moi, j'arrivais pas à faire. Et aujourd'hui, j'essaye de me sentir riche, même quand je gagne rien. Donc, tu vois, tu reviens à ce que dit comment tu fais quand t'es freelance et que tu gagnes 0. Bah, moi, je gagne énormément avec ce que je fais, même quand je gagne 0. Le fait de m'occuper de mon podcast, de rencontrer des gens, même d'avoir du temps, tu vois, de pouvoir être gentil avec les gens parce que j'ai du temps. Ça n'a pas de valeur. Voilà, je fais de la pub pour Mastercard. Et le deuxième truc, c'est que il dit que la joie d'avoir de l'argent doit être supérieure à la peur que tu as d'en perdre. Et ce truc-là, je me dis, ah putain, en fait, moi, jusque-là, je voulais gagner de la thune pour me mettre à couvert, typiquement remplir mon livret A, mon PEL, comme je fais depuis mes 7 ans, comme un petit écureuil. Ce qui est d'ailleurs marrant, parce que les écureuils, ils perdent, je crois, 80% de leurs noisettes qu'ils cachent. Donc voilà, si on file la métaphore, le fait de thésauriser ses sous, c'est peut-être pas le bon moyen, mais de plutôt apprécier quand l'argent vient, ce que j'en fais immédiatement, pas spécialement tout claquer, tu vois, mais de ressentir immédiatement les effets de cet argent, plutôt que de le mettre sur un compte, de me sentir de nouveau pauvre et de me dire, ok, dans 5 ans je pourrais acheter, je serai à couvert et tout. En fait, la sécurité, elle est maintenant où elle n'existe pas, quoi. Ouais, c'est trop intéressant. Et je tiens quand même à dire que effectivement ce truc de gagner 0 aujourd'hui, tu peux le faire parce que t'es au chômage et en fait le plus grand employeur de France. T'es chez c'est ça, j'allais dire, voire même le plus grand investisseur dans les startups de France. Hein. C'est-à-dire que vraiment le nombre de mecs, de meufs qui montent leur boîte en étant subventionnés par Pôle Emploi pendant 1 an, 2 ans, c'est fabuleux. Tu crois que donc dans peut-être 1 an et demi, quand tu n'auras plus droit à l'assurance chômage, tu auras réussi à faire ce chemin-là et que les mois où ce sera plus compliqué, tu te diras ok, en fait ce mois-ci ça marche pas trop, mais en fait le mois d'après ça ira mieux. Je crois, oui, parce que ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de me connecter plutôt à ce que j'essaie de faire de ma vie, en fait, et pas le quantifier en termes de cas, euros, ou en termes de métier, mais plutôt qui je veux être. Et j'ai un peu cette croyance, mais qui m'aide, hein, tu vois, qui est un peu impalpable, mais de me dire, le jour où je serai aligné avec ça, et je pense que je suis vraiment sur le chemin, l'argent viendra à moi. Donc c'est pas que je vais plus faire d'efforts pour en gagner, mais c'est juste que ça sera tellement naturel que je ferai peut-être plus gaffe, où il y aura cette croyance de un mois à 0, c'est un mois d'investissement quelque part. Ce que je suis en train de vivre actuellement, quand je gagne rien, je me dis c'est un investissement sur la création, parce que le processus créatif, tu dois le connaître, ça te rapporte rien pendant longtemps, et le jour où ça te rapporte, bah c'est un asset, c'est quelque chose qui génère tout seul de l'argent aussi, donc c'est assez impressionnant. C'est une nouvelle manière de penser en tout cas l'argent. Donc je pense que, ouais, déjà vu le boulot que j'ai fait en 6 mois, tu me rajoutes 3 fois ça, donc dans 1 an et demi, je pense que ça ira. Ouais.
Oh, t'as l'air bien en tout cas. Bah, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir partagé ce que t'as partagé. Et tu sais que j'aimerais bien que grâce à ce podcast, je me dis que en fait, Histoire d'argent va être peut-être plus écouté par des mecs que mes autres podcasts. Peut-être, parce que je t'entendais dire dans une FAQ que t'as fait sur Mise à Mal que t'avais encore énormément d'audience féminine. Et tu vois, j'avais envie de te dire, tu disais, mais c'est pas grave, en fait, l'audience, elle viendra à moi, machin, tu vois, un côté un peu, elle viendra à un moment donné, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort, parce que moi aussi j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs, pour faire parler les mecs de masculinité, mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour nous, en tant que créateurs, qu'on propose aussi des trucs qui puissent intéresser les mecs, parce que il faut qu'on vienne leur donner entre guillemets des trucs qui puissent les intéresser. Et je comprends en fait que les meufs elles viennent écouter. Enfin, tu vois, la preuve, tu dis que c'est une fille qui t'a répondu à ta newsletter qui s'appelle quand même Mise à Mal en disant j'ai compris pourquoi mon mec machin. Et en fait c'est très bien que ça se passe comme ça, hein, mais pour moi l'étape d'après c'est les mecs, quand est-ce que vous décidez à vous mettre à travailler sur vous? En fait, c'est pas si grave. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux mecs qui sont en train d'écouter Histoire d'argent, là, maintenant, et que tu aurais envie de convertir en auditeur de Mise à Mal? Mais alors juste sur ça, moi j'ai des stratégies d'influence, comme on dit dans le métier. Je me suis associé avec des influenceurs fitness, vêtements, mode masculine, etc. pour ramener de l'audience masculine. Et au début, j'étais à 80-90% femmes. Dans mon podcast, aujourd'hui, j'ai ramené à 60% de femmes, 40% d'hommes, ce qui est quand même une belle parité vu les sujets. Enfin, vu les sujets, non, parce que moi, à la base, je pensais que ça serait 80% d'hommes. Moi aussi. Mais bon, comme quand on est bien naïf. Dans le métier, dans le domaine, de toute façon, c'est difficile de faire autrement, quoi. Ouais. C'est déjà un très beau score. Et qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Moi, j'aimerais leur dire... Je sais même pas, tu vois. Mais c'est genre, pour moi, c'est ça Mise à Mal, c'est venez, on prend l'apéro et on parle. Et c'est cool, ça va être cool. C'est comme une soirée avec tes potes, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en fait, là, on parle de la masculinité. Et c'est pas parce que t'en parles qu'elle va s'évaporer. Au contraire, moi, j'ai appris à être beaucoup plus masculin en parlant de masculinité. Et je me sens bien grâce à ça. Je me suis réconcilié avec mon corps, avec la muscu, avec les femmes, en parlant de masculinité. Donc, venez, on parle, on rigole, et ça va aller mieux après, quoi. Je sais que c'est simple, mais je pense que c'est ça que j'aimerais dire. Je suis assez d'accord avec l'idée, avec le constat. Merci beaucoup en tout cas, Flo, c'était cool. Merci à toi, Fab.